Merci Cédric. Bonjour à tous. Donc, je suis Julien Le Breton du département de médecine générale de Créteil. Et là, je suis très heureux de vous présenter les résultats de l'étude tapage et puis de pouvoir discuter de ce qui a bien marché et de ce qui a moins bien marché. Donc, les équipes impliquées, c'est l'équipe CEPIA, d'abord l'unité INSERM auquel j'appartiens. On s'intéresse à l'épidémiologie clinique des patients âgés. Le réseau d'investigateurs CIA, qui était la réunion de CNGE et RMG Association, et la promotion qui était hospitalière de l'URC Henri Mondor. Et donc ça commence par le financement, un projet, et on a répondu à l'appel à projet de la NSM en 2016, et on a obtenu un financement qui était au maximum à hauteur de 200 000 euros, mais ce qui n'était pas suffisant pour mener cette étude, et donc on s'est appuyé aussi sur le financement du DPC. Le rationnel de l'étude, on s'intéresse à la multimorbidité et à la polymédication. Donc, c'est l'addition en fait des pathologies chroniques tout au long de la vie. Et cette polymédication, elle a 5 conséquences majeures l'augmentation des traitements inappropriés, l'augmentation des risques d'interaction médicamenteuse et des contre-indications, et puis la baisse de l'observance des traitements. Plus on prescrit traitement, moins ils sont pris correctement, et l'augmentation des coûts de la prise en charge. Donc nous, on s'intéresse là au mésusage des médicaments. Il y en a 3 différents qui sont décrits. L'omission d'un médicament utile, la prescription d'un médicament inutile, et puis la prescription dite inappropriée. Et donc quand on a fait la littérature, il y a un certain nombre d'outils qui permettent d'améliorer la pharmacologie et la prescription des médecins. Et l'outil qui nous a paru le plus utile dans la pratique du médecin généraliste, c'est Stop Start. Donc c'était ce qui était plus utilisé dans les études interventionnelles en milieu ambulatoire, développé en 2014 seulement, assez récent, et validé en français en 2015. Et donc l'idée, c'est des propositions en fait sur certains critères d'arrêt de médicaments ou de prescription d'un médicament utile qui avait été oublié. Donc il y a eu de nombreuses études en institutions hospitalières, aux urgences, dans les EHPAD, mais il n'y avait aucune étude réellement en ambulatoire dans les cabinets de médecine générale. D'où notre objectif principal, qui était d'évaluer l'efficacité d'une intervention qui consistait à réviser systématiquement les ordonnances avec Stop Start, donc chez les patients âgés de 75 ans ou plus polymédiqués, et on voulait l'évaluer, son efficacité, sur la morbimortalité à 1 an. Et en objectif secondaire, on a placé le fait de réduire la polymédication et puis de décrire la satisfaction des médecins généralistes vis-à-vis de l'outil. Donc la méthode, c'est un essai contrôlé randomisé en grappe. Donc nous, on a randomisé des groupes de médecins coordonnés par un responsable de groupe dans une même zone géographique. Et donc on avait deux bras parallèles. Un bras intervention, on formait le médecin généraliste à l'outil Stop Start et on l'incitait à faire une révision systématique de l'ordonnance contre la prise en charge habituelle. Donc voilà le déroulement de l'étude. On a randomisé. Il y avait une première visite d'inclusion, puis 4 visites, une d'intervention et 3 de suivi sur 12 mois. Et donc le recueil de données, il était important au moment de l'inclusion, des données sociodémographiques et même sociales avec la couverture maladie, l'APA, les aidants naturels. Mais l'essentiel était les pathologies chroniques, les traitements médicamenteux et puis la fragilité. Donc avec 3 risques qui étaient notifiés dans les inclusions. Et puis dans les visites de suivi, on suivait finalement les critères de jugement avec le statut vital, l'hospitalisation non programmée, les passages aux urgences et l'institutionnalisation. Et puis les traitements médicamenteux pour répondre à nos objectifs. Donc l'analyse statistique nous avait fait calculer qu'on avait besoin de 300 médecins généralistes, soit 150 par bras, et 3000 patients. Avec les perdus de vue et les médecins non actifs, en fait, la cible était 1296 patients analysables par bras. Et donc, pour l'analyse, on utilisait une régression logistique à effet mixte due à cette randomisation en grappe. Et on ajustait sur tous les facteurs de confusion potentiels, justement, qu'on avait recueillis à l'inclusion. Donc les résultats, c'est 277 médecins inclus et 270 analysables, avec seulement 2,5% d'arrêt, et 2793 patients inclus et 2680 patients analysés, avec 4% de perdu de vue.
Donc l'analyse, le résultat nous a montré qu'il fallait faire une régression logistique mixte à 3 niveaux, parce qu'il y avait une corrélation pour les groupes de médecins, mais il y avait aussi une corrélation les mêmes patients appartenant à un même médecin. Donc ce qui compliquait un petit peu notre analyse, et on voit les coefficients de corrélation intraclasse 0,01 et 0,08 qui s'ajoutent et donc augmenter le nombre de sujets nécessaires. Donc notre résultat, c'est qu'on a eu 28,5% de morbimortalité, soit décès, hospitalisation ou institutionnalisation dans le bras contrôle, et 26,3% dans le bras intervention, donc une petite baisse, mais qui n'est pas significative. Donc dans notre essai qui est mené sur une large cohorte, la révision systématique des ordonnances utilisant stop-start par le médecin généraliste n'a pas réduit de manière significative la mortalité à 1 an. Voilà. Alors, dans l'enquête de satisfaction, la majorité des médecins ont trouvé l'outil utile et facile d'utilisation. C'était encore plus marqué chez les médecins les plus jeunes. Donc, les forces, c'est un essai randomisé de grande ampleur sur la thématique polymédication en soins primaires en France. Un large échantillon et des analyses statistiques qui sont adaptées au schéma en grappe et la prise en compte de nombreux facteurs, ce qui fait qu'on a vraiment des estimations fiables et précises des effets de l'intervention. La limite, c'est que la réduction cible, elle était peut-être trop gourmande. On misait sur 7% et on a observé 2,2% de baisse. Mais on exclut un défaut de puissance dans notre étude puisque finalement, l'effet observé est en dessous de celui qu'on avait ciblé. Voilà. Alors, notre hypothèse, c'est aussi qu'il y ait 35% d'événements dans le bras témoin. Et il s'est révélé que c'était bien en dessous. Donc, on n'est pas à l'abri d'un effet Hawthorne ou d'un biais lié à l'observation. Quand on mobilise les médecins, finalement, ils font pas seulement du recueil, mais ils essayent de changer leur pratique, même si on ne le voudrait pas. Alors, les enseignements de l'étude, nous, on a mis en avant ce recueil de données qui est quand même assez exceptionnel, avec 97% des investigateurs qui ont été actifs et seulement 4% de patients perdus de vue, avec très peu de données manquantes, alors qu'on a vu que le recueil était très important, les pathos, les médicaments, la fragilité, etc. Et donc ça, nous, on attribue à la structure pyramidale du réseau. Il y avait une direction opérationnelle et scientifique, on va dire un comité de pilotage, des responsables régionaux, donc 6, qui avaient chacun 8 responsables de groupe, donc on avait 48 responsables de groupe, qui avaient chacun 6 à 8 investigateurs. Et donc comme ça, de proche en proche, tout le monde avait des contacts avec des gens qu'ils connaissaient, qu'ils avaient identifiés pour l'étude, et pour lesquels ils avaient d'autres relations par ailleurs que l'étude, ce qui favorise grandement l'implication quand finalement le comité de pilotage secoue en disant il faut se réveiller et faire les inclusions, ça redescend. Et au lieu que ça soit désincarné, c'est son collègue qui nous secoue les puces. Donc voilà, un recrutement ciblé, une animation de proximité qui était alimentée par les informations de suivi du COPIL. Et puis la difficulté principale, c'est celle du promoteur hospitalier, avec une méconnaissance quand même des soins primaires et de la recherche en soins primaires. Pour les démarches réglementaires, pour le recueil des données, ça a été soulevé tout à l'heure, mais voilà, donc là il y a 270 médecins, donc les visites sur site, en fait c'est plus pareil que 5 hôpitaux, 270 visites sur site, voilà, est-ce que c'est faisable, pas faisable, est-ce qu'il faut réfléchir les choses autrement? On voit bien qu'il manque cette culture de recherche en soins primaires. Alors c'est pas que nous l'avions spécialement, mais en tout cas elle reste à construire. Et l'autre difficulté, c'est que c'est noyé dans une masse de projets hospitaliers, avec une URC qui gère une masse salariale, et donc nous attribue attribue des projets à leurs effecteurs. Et ces chargés de projet, en fait, ont plusieurs projets, peuvent avoir des difficultés. Et donc, on avait vraiment des difficultés à avoir le temps qui était budgété pour participer et mettre en œuvre l'étude. Et puis, c'est un peu non prioritaire pour un établissement qui considère que ce projet, il n'est pas lié à l'établissement. Donc, nous, on ne fait pas partie de l'établissement. Il y a une administration qu'on connaît peu.
pareil, on n'a pas avec eux de relations de service ou donc ça crée quand même des difficultés. Et nous, on a eu des difficultés dans l'exécution budgétaire, hein. Encore au jour d'aujourd'hui, j'ai pas le matériel informatique qu'aurait dû être budgété dès le début de l'étude, puisque là c'est ridicule maintenant que j'ai fini l'étude d'acheter un ordinateur et un logiciel. Mais voilà, c'est pour illustrer que cette difficulté avec les services ressources, le service logistique, le service informatique, le service achat, c'est très compliqué pour une administration auquel on ne participe pas par ailleurs. Et puis voilà, remercier vraiment tous les investigateurs. Il y avait un gros groupe dans le Nord, hein, donc j'en profite pour remercier vraiment tous les investigateurs, sans qui tout ce travail, bien sûr, n'est pas possible.